Il existe des films que l'on croit connaître, parce qu'ils appartiennent à des genres familiers. Des films que l'on range un peu trop vite dans une catégorie rassurante. Films de zombies, films de science-fiction, récits de survie, blockbusters catastrophes. Et puis, il y a ces œuvres qui, derrière leur apparente simplicité, dissimulent des questionnements beaucoup plus profonds qu'il n'y paraît. Je suis une légende fait partie de celle-là. Lorsqu'il sort en 2007, le film est immédiatement vendu comme un grand spectacle post-apocalyptique porté par la présence magnétique de Will Smith. On y voit une ville dévastée, des créatures monstrueuses, un héros solitaire affrontant les derniers vestiges d'une humanité disparue. Tous les ingrédients du divertissement sont réunis. Pourtant, près de 20 ans après sa sortie, ce qui demeure véritablement dans la mémoire du spectateur n'est ni l'action ni les scènes de poursuite. Ce sont plutôt les images de solitude. Un homme qui déambule dans une ville vide. Un homme qui parle à des mannequins. Un homme qui regarde de vieux dessins animés pour entendre des voix humaines. Un homme qui tente désespérément de se convaincre qu'il vit encore parmi les siens, alors que le monde entier a disparu. Car Je suis une légende est avant tout un film sur l'absence. L'absence des autres, l'absence de la société, l'absence de regard. L'absence de ce qui nous permet finalement de nous reconnaître comme des êtres humains. L'histoire est connue. Une scientifique découvre un remède révolutionnaire contre le cancer. Mais ce traitement, présenté comme un miracle médical, se transforme en catastrophe planétaire. Le virus mute, se répand à une vitesse fulgurante et provoque l'effondrement de la civilisation. Une grande partie de la population meurt, tandis que les autres survivants se transforment en créatures agressives, photosensibles et organisées, que le film appelle les Darkseekers. 3 ans plus tard, nous retrouvons Robert Neville, ancien virologue militaire et, semble-t-il, dernier homme vivant à New York. Cette précision est importante. Le film ne nous présente pas simplement un survivant. Il nous présente peut-être le dernier représentant de l'humanité telle que nous la connaissons. Chaque jour, Neville suit une routine parfaitement réglée. Il chasse pour se nourrir, il entretient son équipement, il mène des expériences dans l'espoir de découvrir un vaccin. Il diffuse un message radio à heure fixe pour tenter de contacter d'éventuels survivants. Et chaque soir, avant le coucher du soleil, il s'enferme dans sa maison fortifiée pour échapper aux créatures qui errent dans les ténèbres. Si l'on s'en tient à cette simple description, le film semble raconter une histoire de survie. Comment rester vivant lorsque le monde a disparu? Comment résister aux monstres? Comment trouver un remède? Mais très rapidement, une autre question apparaît, beaucoup plus troublante. Comment continuer à être humain lorsqu'il n'y a plus personne autour de soi? Cette question, en réalité, est le véritable sujet du film, parce que l'être humain ne se construit jamais seul. Nous sommes des êtres de relation. Nous avons besoin d'être regardés, reconnus, nommés, aimés, parfois même contredits, pour savoir qui nous sommes. Une grande partie de notre identité n'existe que parce qu'elle est confirmée par les autres. Je suis parent parce qu'il y a des enfants. Je suis ami parce qu'il y a des amis. Je suis collègue parce qu'il y a des collègues. Nous existons toujours à travers un réseau de relations qui nous définit. Or, Robert Neville a perdu tout cela. Il n'a plus de famille, plus d'amis, plus de collègues, plus de voisins, plus de société. Et c'est précisément cette disparition progressive du lien humain qui fait de Je suis une légende une œuvre profondément mélancolique. Car le film met en scène une expérience que presque aucun être humain n'a jamais connue, l'expérience d'une solitude absolue. Nous avons tous connu la solitude, nous avons tous éprouvé des moments d'isolement, de séparation ou d'abandon. Mais la solitude de Neville est d'une autre nature. Elle n'est pas une simple absence temporaire des autres, elle est la disparition de l'humanité elle-même. Il n'est pas seul dans une maison, il est seul dans le monde.
Et cela change absolument tout. L'une des premières images du film résume parfaitement cette idée. Nous découvrons Manhattan non plus comme la ville la plus dense et la plus vivante du monde, mais comme un gigantesque tombeau. Les avenues sont désertes, les voitures sont abandonnées, la végétation a commencé à reprendre possession des rues. Des animaux sauvages circulent librement, là où se pressaient autrefois des millions d'habitants. Cette image est profondément dérangeante parce qu'elle inverse complètement notre rapport habituel au monde. Nous avons l'habitude de croire que les villes sont permanentes, que les immeubles, les routes et les institutions nous survivront toujours. Mais le film nous rappelle brutalement une vérité que nous oublions souvent. Les villes n'existent que parce qu'elles sont habitées. Sans les hommes, elles ne sont plus que des décors vides, des ruines en devenir, des coquilles abandonnées. La civilisation apparaît alors pour ce qu'elle est réellement, une construction extrêmement fragile. Et cette fragilité est également celle de notre propre identité. Que reste-t-il d'un médecin lorsqu'il n'y a plus de patients? Que reste-t-il d'un scientifique lorsqu'il n'y a plus de communauté scientifique? Que reste-t-il d'un homme lorsqu'il n'y a plus personne pour lui rappeler qu'il est un homme? Cette émission va finalement tourner autour de cette question. Parce que je suis une légende n'est pas seulement un film sur la fin du monde. C'est un film sur ce qui reste de nous lorsque le monde disparaît. C'est un film qui nous oblige à regarder une vérité profondément inconfortable. Nous ne sommes peut-être pas des individus aussi autonomes que nous le croyons. Une partie de notre humanité réside dans la présence des autres. Une partie de notre identité est fabriquée par les liens qui nous unissent. Et lorsque ces liens disparaissent, quelque chose en nous commence lentement à s'effondrer. Alors, au cours de cette émission, nous allons essayer de comprendre ce que raconte réellement ce film. Nous allons parler de la solitude, du besoin vital de la relation, de la peur de l'autre, de la définition même de l'humanité et de cette question vertigineuse qui traverse toute l'œuvre. Peut-on encore être un homme lorsqu'il n'y a plus personne pour témoigner de notre existence? Lorsque l'on pense aux récits post-apocalyptiques, on imagine spontanément des villes détruites, des explosions, des paysages en ruine, ou des survivants luttant contre des créatures monstrueuses. Pourtant, Je suis une légende choisit une voie beaucoup plus subtile et d'une certaine manière beaucoup plus inquiétante. Le monde n'est pas détruit, les immeubles sont toujours debout, les routes y existent encore, les magasins sont remplis de marchandises. Les appartements conservent leurs meubles et leurs souvenirs. Tout est encore là, et pourtant tout a disparu. Cette contradiction constitue l'une des plus grandes forces du film. Ce qui s'est effondré n'est pas le monde matériel. Ce qui s'est effondré, c'est la société. Et la différence est immense. Car une ville n'est pas simplement un assemblage de béton, de verre et d'acier. Une ville est avant tout un ensemble de relations humaines. Les immeubles ne sont que des coquilles. Ce sont les êtres qui les habitent qui leur donnent un sens. Une rue n'est pas seulement un espace de circulation. Elle est un lieu de rencontre, de conflit, de travail, d'échange et de mémoire. Sans les hommes, les villes deviennent des décors de théâtre dont les acteurs auraient soudainement disparu. C'est précisément ce que montrent les premières images du film. Dès les premières minutes, le spectateur est frappé par le spectacle de Manhattan déserté. Cette représentation possède une puissance presque irréelle. Nous sommes tellement habitués à voir New York comme l'une des villes les plus animées du monde que son silence produit une forme de vertige. Lorsque Robert Neville traverse Times Square, le lieu semble avoir perdu sa raison d'être. Les immenses panneaux publicitaires continuent de surplomber les rues. Mais il n'y a plus personne pour les regarder. Les véhicules sont abandonnés là où leurs conducteurs les ont laissés. Les façades demeurent intactes, mais elles n'abritent plus aucune vie. Le film ne montre pas un monde détruit, il montre un monde déserté. Et cette nuance est essentielle, parce qu'elle nous oblige à prendre conscience d'une vérité que nous oublions souvent. La civilisation est une réalité fragile,
entièrement dépendante de la présence humaine. Quelques années seulement suffisent pour que la nature commence à reprendre ses droits. De l'herbe pousse entre les fissures de l'asphalte, des plantes envahissent les bâtiments, des troupeaux de cerfs traversent les avenues de Manhattan, comme s'ils avaient toujours vécu là. Ces images sont fascinantes parce qu'elles remettent brutalement l'humanité à sa place. Nous avons souvent tendance à penser que nous dominons la nature, que nous avons définitivement transformé le monde à notre image. Or, le film suggère exactement l'inverse, et il suffirait que nous disparaissions pour que notre œuvre commence immédiatement à s'effacer. La nature n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin d'elle. Et nos villes, qui nous semblent si permanentes, pourraient finalement n'être qu'une parenthèse dans l'histoire de la Terre. Mais cette disparition de la société ne touche pas seulement les bâtiments ou les institutions, elle touche avant tout l'individu lui-même. L'une des grandes intuitions du philosophe grec Aristote est de définir l'homme comme un animal politique, c'est-à-dire un être qui ne peut pleinement exister qu'au sein d'une communauté. Contrairement à certains animaux capables de vivre seuls, l'être humain est fondamentalement un être de relation. Il se construit à travers les autres, il se comprend à travers les autres, et il donne un sens à son existence grâce aux autres. Cette idée traverse tout le film. Robert Neville possède encore de la nourriture. Il possède un logement. Il possède des armes. Il possède des connaissances scientifiques. Il a même un objectif, trouver un remède. Et pourtant, malgré tout cela, quelque chose en lui est déjà en train de se désagréger, parce qu'il lui manque l'essentiel, les autres. Le film montre avec beaucoup de finesse que la plus grande menace qui pèse sur Neville n'est pas la faim, ni les créatures, ni même la mort. Sa plus grande menace est la solitude. Cette idée apparaît de manière particulièrement bouleversante dans les scènes où Neville parle aux mannequins du magasin de location vidéo. Ces séquences pourraient sembler étranges ou même légèrement comiques au premier regard. Pourtant, elles sont parmi les plus tragiques de tout le film. Neville a disposé des mannequins dans différents endroits de la ville. Il leur a donné des noms, il leur attribue une personnalité, il leur raconte ses journées, il leur pose des questions. Il continue littéralement de jouer à la société. Pourquoi alors agit-il ainsi? Parce que le cerveau humain n'est pas conçu pour vivre dans une solitude absolue. L'être humain est un animal du dialogue. Nous parlons constamment, même intérieurement. Nous nous racontons à nous-mêmes ce que nous vivons. Nous imaginons les réactions des autres. Nous avons besoin de partager nos expériences pour leur donner un sens. Les mannequins représentent alors une tentative désespérée de maintenir une forme de normalité. Ils sont des substituts, des simulacres de relations humaines, une illusion nécessaire pour empêcher l'effondrement psychologique. Cette idée apparaît avec une force particulière. Lors de la scène du magasin de DVD, Neville découvre qu'un mannequin a changé de place. La caméra se rapproche progressivement de son visage, et l'on voit monter en lui une angoisse presque panique. Il lui parle, il l'interroge, puis il se met à crier. Cette réaction peut sembler disproportionnée, mais elle révèle en réalité toute la fragilité de son équilibre mental. Parce qu'au fond, pendant un instant, Neville a espéré. Il a espéré qu'un autre être humain avait déplacé le mannequin. Il a espéré ne plus être seul. Et lorsqu'il comprend qu'il est toujours l'unique homme vivant dans cette ville immense, toute la violence de sa solitude lui revient en pleine figure. Cette scène est probablement l'une des plus déchirantes du film, car elle nous montre que l'être humain peut supporter la faim, le danger ou la souffrance physique plus facilement qu'il ne supporte l'absence totale de lien. Le film nous conduit alors à une idée profondément troublante. Nous pensons souvent que nous sommes des individus autonomes, capables de vivre par nous-mêmes. Nous valorisons l'indépendance, l'autosuffisance et la liberté individuelle. Mais Je suis une légende nous rappelle que cette autonomie est en grande partie une illusion. Nous avons besoin des autres pour exister psychologiquement.
Nous avons besoin d'être écoutés. Nous avons besoin d'être reconnus. Nous avons besoin de partager nos peurs, nos joies, nos souvenirs et nos espoirs. Sans cela, quelque chose se fissure peu à peu en nous. Et c'est précisément ce qui est en train d'arriver à Robert Neville. Avant même que les créatures ne deviennent une menace véritable, avant même que la tragédie ne frappe à nouveau sa vie, le film nous montre un homme qui lutte déjà contre un ennemi beaucoup plus redoutable, l'effacement progressif de son humanité dans le silence absolu d'un monde sans société. Car la véritable apocalypse de Je suis une légende n'est peut-être pas la disparition de la civilisation. La véritable apocalypse est la disparition du lien humain lui-même. Dans de nombreux récits de survie, le héros est présenté comme une figure presque héroïque de l'autonomie. Il devient celui qui parvient à vivre seul, à se débrouiller sans les autres, à dominer un environnement hostile grâce à son intelligence et à sa détermination. À première vue, Robert Neville semble appartenir à cette catégorie de personnages. Il chasse, cultive une discipline de fer, entretient sa maison, produit sa propre électricité, organise ses journées avec une précision militaire et poursuit inlassablement ses recherches scientifiques. Il est compétent, il est méthodique, il est résilient. Il semble avoir apprivoisé la fin du monde. Mais cette impression ne dure qu'un temps. À mesure que le film avance, une autre réalité apparaît. Toutes ces habitudes ne sont pas simplement des stratégies de survie. Elles constituent également des remparts fragiles contre l'effondrement psychologique. Robert Neville ne se contente pas de rester en vie. Il lutte chaque jour pour préserver les derniers fragments de son identité. Car, dans un monde où il n'existe plus de société, la plus grande difficulté n'est peut-être pas de survivre, c'est de continuer à savoir qui l'on est. Chaque matin, Neville se réveille à heure fixe. Il fait du sport, il prépare ses armes. Il patrouille dans la ville. Il chasse, il travaille dans son laboratoire. Puis chaque soir, il diffuse le même message radio. Je m'appelle Robert Neville. Je suis un survivant vivant à New York. Je diffuse sur toutes les fréquences. Je serai au South Street Seaport tous les jours à midi lorsque le soleil est au plus haut. Si vous êtes là, si quelqu'un est là, je peux vous fournir de la nourriture, un abri, une protection. Si quelqu'un m'entend, quelqu'un, s'il vous plaît, vous n'êtes pas seul. Cette phrase est évidemment destinée à d'éventuels survivants, mais elle semble aussi adressée à lui-même. Vous n'êtes pas seul. Comme si Neville avait besoin de répéter ces mots quotidiennement pour ne pas sombrer dans le désespoir. Tous ces gestes répétitifs ressemblent à des rites. Ils rappellent la manière dont les sociétés humaines ont toujours créé des habitudes et des cérémonies pour donner un ordre au monde et éloigner l'angoisse du chaos. Les anthropologues ont souvent montré que le rituel possède une fonction profondément rassurante. Il structure le temps, donne une impression de continuité et permet de maintenir un sentiment d'identité. C'est exactement ce que fait Neville. Il transforme sa survie en routine parce qu'une vie sans structure risquerait de le faire basculer dans la folie. Finalement, sa discipline n'est pas une preuve de force, elle est la preuve de sa fragilité. Cette idée apparaît également dans de nombreuses petites scènes qui, prises isolément, pourraient sembler insignifiantes. Le matin, Neville salue certains mannequins. Il se rend au magasin de location vidéo. Il regarde de vieux programmes télévisés. Il connaît par cœur les dialogues du dessin animé Shrek. Il fait des commentaires à voix haute. Il se prépare des repas. Il respecte certaines habitudes de sa vie passée. Toutes ces actions témoignent d'une tentative presque désespérée de faire survivre une normalité qui n'existe plus. Comme si l'on pouvait continuer à être un homme ordinaire dans un monde qui ne l'est plus. Cette idée finalement est très humaine. Après un deuil, une catastrophe ou un bouleversement majeur, beaucoup de personnes conservent certains gestes du passé. On garde une place à table. On continue à parler à quelqu'un qui est mort. On reproduit des habitudes anciennes parce qu'elles donnent l'illusion que le monde n'a pas entièrement disparu. Robert Neville fait exactement la même chose.
Il habite encore une civilisation qui n'existe plus. Il vit au milieu de ces ruines symboliques. Et plus le temps passe, plus cette situation devient insoutenable. Le film évite de montrer un effondrement brutal de la santé mentale de Neville. Au contraire, il choisit quelque chose de beaucoup plus réaliste et beaucoup plus inquiétant, une dégradation lente et progressive. La solitude agit comme une érosion. Elle ne détruit pas immédiatement. Elle use, elle fragile. Elle enlève peu à peu les repères qui nous permettent de nous définir. Il existe d'ailleurs de nombreuses études psychologiques sur les effets de l'isolement prolongé. Les personnes privées de contacts humains pendant de longues périodes développent fréquemment des troubles de l'attention, des difficultés émotionnelles, des hallucinations ou une profonde désorganisation de la pensée. Le film semble avoir parfaitement compris cette réalité. Neville n'est pas devenu fou, il est en train de le devenir. Et cette nuance est majeure. Chaque journée supplémentaire de solitude le rapproche un peu plus d'une forme de disparition intérieure. Car nous avons besoin des autres non seulement pour être aimés, mais aussi pour être confirmés dans notre existence. Les autres nous renvoient constamment une image de nous-mêmes. Ils nous rappellent qui nous sommes. Ils témoignent de notre présence au monde. Sans ce regard, l'identité commence à se dissoudre. Et Neville, malgré tous ses efforts, est déjà engagé dans ce processus. S'il existe encore une chose qui le rattache véritablement au monde des vivants, c'est Sam. Le chien n'est pas un simple compagnon de route, il est beaucoup plus que cela. Sam est la dernière relation authentique de Robert Neville. Elle est le dernier être vivant avec lequel il partage une histoire. Elle est le dernier témoin de sa vie passée. Elle est le dernier fragment de sa famille. Le film prend d'ailleurs le temps de montrer leur relation avec beaucoup de délicatesse. Ils mangent ensemble, ils jouent au golf dans les rues de New York, ils se comprennent sans avoir besoin de parler. Cette complicité représente quelque chose de fondamental. Elle permet encore à Neville d'exister pour quelqu'un. Il n'est pas complètement seul, il reste une présence, un regard, une forme d'affection. C'est pourquoi la scène de la mort de Sam constitue probablement le véritable point de rupture du film. Après avoir été blessé lors de l'attaque des chiens infectés, Sam commence à se transformer. Neville comprend immédiatement ce qui est en train de se produire. La scène est d'une violence émotionnelle extraordinaire parce qu'elle est jouée avec une immense retenue. Il tient son chien contre lui, il la serre dans ses bras, il murmure quelques mots, puis il est obligé de l'étrangler pour mettre fin à sa souffrance. Pendant quelques secondes, la caméra reste sur son visage et l'on comprend que quelque chose vient de mourir en lui. Bien davantage que son animal, c'est sa dernière relation qui vient de disparaître, sa dernière attache avec une vie normale. Son dernier témoin, sa dernière famille. Lorsque Neville s'effondre ensuite au sol et pousse un cri de douleur, il ne pleure pas uniquement la perte de Sam, il pleure la perte du monde. Il pleure la disparition définitive de tout ce qui le reliait encore à l'humanité. À partir de cet instant, le personnage change profondément. Il devient plus agressif, plus imprudent, plus désespéré. Il cherche la confrontation avec les créatures. Il abandonne une partie de sa prudence, comme si quelque chose n'avait plus vraiment d'importance. Parce qu'au fond, l'homme qui continue de marcher dans les rues de New York n'est déjà plus tout à fait le même. Le film suggère alors une idée vertigineuse. On peut rester biologiquement vivant tout en disparaissant progressivement en tant que personne. L'être humain n'est pas seulement un corps qui respire, il est aussi un ensemble de relations, de souvenirs partagés et de regards échangés. Et lorsque tout cela disparaît, quelque chose de notre humanité commence à s'effacer. Robert Neville est encore vivant. Son cœur bat, son esprit fonctionne. Mais peu à peu, il devient une sorte de spectre errant dans les ruines de sa propre civilisation. Il n'est plus tout à fait un homme parmi les hommes. Il est déjà un fantôme qui refuse d'admettre que le monde auquel il appartient a disparu. Jusqu'à présent, le film semble raconter une histoire relativement classique. D'un côté, il y aurait le dernier représentant de l'humanité, Robert Neville. De l'autre, des créatures monstrueuses, violentes et déshumanisées, qu'il faudrait combattre ou éliminer.
Cette opposition est tellement ancrée dans notre imaginaire que nous l'acceptons presque naturellement. Nous avons besoin de cette frontière. Nous avons besoin de savoir qui sont les bons et qui sont les monstres. Car dès que cette frontière devient floue, quelque chose d'inconfortable se produit. Nous sommes obligés de remettre en question notre propre regard. Et c'est précisément ce que fait progressivement Je suis une légende. Sous ces apparences de films de zombies, ils mettent en scène une interrogation beaucoup plus dérangeante. Et si le monstre n'était pas celui que l'on croit? Dans l'histoire de l'humanité, le monstre est toujours celui que l'on place en dehors de la communauté humaine. Le monstre est rassurant parce qu'il simplifie le monde. Si l'autre est un monstre, alors il n'est plus nécessaire de le comprendre. On peut le craindre, le combattre, voire le détruire, sans avoir à se poser les questions morales. Robert Neville agit exactement de cette manière. Pour lui, les Darkseekers ne sont plus des hommes, ils sont des créatures, des prédateurs. Des êtres entièrement définis par leur violence. Cette conviction lui permet de mener ses expériences sans véritable dilemme éthique. Il capture certains d'entre eux, les enferme dans son laboratoire et leur injecte différents sérums afin de trouver un remède. À ses yeux, ces expérimentations sont justifiées parce qu'elles sont réalisées sur des monstres. Mais le film va progressivement fissurer cette certitude. L'un des moments les plus importants de l'œuvre est souvent sous-estimé. Après la mort de Sam, Neville découvre qu'il est tombé dans un piège identique à celui qu'il utilisait lui-même pour capturer les créatures. Cette scène est importante, car elle marque le moment où le film commence à inverser le regard du spectateur. Parce qu'un piège suppose plusieurs choses, de l'intelligence, de la mémoire, de l'observation et une capacité à apprendre. En reproduisant le propre dispositif de Neville, les Darkseekers montrent qu'ils ne sont pas simplement des prédateurs guidés par leur instinct. Ils réfléchissent, ils s'adaptent, ils élaborent des stratégies. Autrement dit, ils possèdent certaines caractéristiques que nous considérons habituellement comme profondément humaines. Et cette découverte est très déstabilisante. Car si ces créatures pensent, alors peut-être ne sont-elles plus tout à fait des monstres. Cette idée devient encore plus troublante avec le personnage du chef des Darkseekers. Plus tôt dans le film, Neville a capturé une femelle infectée pour poursuivre ses expériences. Jusqu'alors, ce geste semblait parfaitement légitime aux yeux du spectateur. Après tout, il s'agissait simplement d'un monstre parmi d'autres. Mais progressivement, le film nous amène à regarder cette situation sous un autre angle. Le chef des créatures cherche inlassablement à retrouver cette femelle. Il l'observe, il organise sa récupération. Il prend des risques pour venir la chercher. Son comportement ressemble moins à celui d'un animal qu'à celui d'un être qui a perdu quelqu'un qui lui est cher. La question surgit alors presque malgré nous. Et si cette créature aimait? Et si elle souffrait? Et si elle éprouvait de l'attachement? Ce simple doute suffit à transformer complètement notre perception. Car l'amour, le deuil et la fidélité sont précisément les sentiments que nous considérons comme les plus profondément humains. À cet instant, la frontière entre les hommes et les monstres commence à se brouiller. Il organise sa récupération, il prend des risques pour venir la chercher. Son comportement ressemble moins à celui d'un animal qu'à celui d'un être qui a perdu quelqu'un qui lui est cher. La question surgit alors presque malgré nous. Et si cette créature aimait? Et si elle souffrait? Et si elle éprouvait de l'attachement? Ce simple doute suffit à transformer complètement notre perception. Car l'amour, le deuil et la fidélité sont précisément les sentiments que nous considérons comme les plus profondément humains. Le philosophe Emmanuel Levinas a développé une idée extrêmement intéressante. L'autre devient véritablement humain pour nous lorsque nous acceptons de voir son visage. Le visage n'est pas simplement une apparence physique, il est ce qui nous oblige moralement. Il nous rappelle que l'autre est un être sensible, vulnérable, capable de souffrir. À partir du moment où nous reconnaissons un visage, il devient beaucoup plus difficile de traiter l'autre comme une simple chose. Or, tout le parcours de Robert Neville consiste précisément à refuser de voir un visage chez les Darkseekers. Il ne voit que des créatures, que des objets de recherche, que des menaces. Cette déshumanisation lui permet de continuer à agir sans remettre en cause ses propres actes.
Mais le spectateur, lui, commence peu à peu à voir autre chose. Il commence à voir une communauté, une organisation, des liens, une hiérarchie, peut-être même une culture naissante. Le film introduit alors une question profondément inconfortable. Si ces créatures possèdent encore certaines caractéristiques humaines, avons-nous le droit de les considérer uniquement comme des monstres? Cette interrogation devient encore plus vertigineuse lorsqu'on change de point de vue. Imaginons le film raconté du côté des Darkseekers. Dans un monde où ils sont désormais majoritaires, un homme sort chaque jour de sa cachette. Il chasse certains des leurs, il en capture d'autres. Il mène sur eux des expériences, il les tue. Il pénètre sur leur territoire. Il représente une menace permanente. Vu sous cet angle, Robert Neville apparaît soudainement sous un jour très différent. Il n'est plus le héros, il devient une sorte de prédateur. Une créature étrange qui surgit pendant le jour pour enlever des membres de leur communauté. Cette inversion du regard est d'ailleurs l'une des idées centrales du roman de Richard Matheson dont le film est adapté. Dans le livre, Neville comprend progressivement qu'il est devenu une figure de terreur pour la nouvelle espèce qui peuple la Terre. Il est leur monstre, leur croque-mitaine, leur légende. Le titre prend alors un tout autre sens. Je suis une légende ne signifie plus je suis le dernier héros de l'humanité. Il signifie peut-être je suis le monstre dont les autres racontent l'histoire. Je suis une légende nous rappelle que cette frontière est beaucoup plus fragile qu'on ne le croit, parce qu'il suffit parfois de changer de point de vue pour que le héros devienne le monstre, et que le monstre révèle à son tour une part d'humanité. Cette idée est profondément dérangeante, mais elle constitue sans doute l'une des réflexions les plus riches du film. Car peut-être que la véritable question n'est pas de savoir si les Darkseekers sont encore humains. La véritable question est de savoir à partir de quel moment nous décidons qu'un autre être ne mérite plus d'être considéré comme l'un des nôtres. Le titre du film, pris littéralement, semble d'abord désigner Robert Neville comme une figure centrale de la survie humaine, presque un héros mythique, chargé de porter à lui seul la mémoire d'un monde disparu. Pourtant, plus le récit avance, plus cette évidence se fissure, et plus le titre lui-même devient ambigu, comme s'il contenait en germe une inversion complète du sens initial. La question n'est donc pas seulement de savoir ce que Neville a accompli, mais ce que son existence signifie dans un monde où il n'existe plus aucun regard pour la reconnaître. Car une légende, au sens le plus simple, n'est pas seulement un individu exceptionnel, mais une histoire racontée par d'autres, une narration qui circule, se transforme et donne du sens à un événement ou à une figure. Or, dans le cas de Robert Neville, il n'y a plus personne pour raconter. Il n'y a plus de mémoire collective, plus de transmission, plus de récits partagés. Dès lors, une tension apparaît immédiatement. Peut-on encore être une légende lorsqu'il n'y a plus personne pour nous raconter? Robert Neville est présenté comme le dernier homme vivant à New York, peut-être même sur Terre. Cette situation crée un paradoxe fondamental, car elle le place dans une position à la fois centrale et totalement isolée. Il est le dernier représentant de son espèce, mais aussi celui pour qui cette espèce n'a plus de témoins. Il est à la fois le survivant et l'oublié, celui qui persiste biologiquement mais qui s'efface symboliquement. Dans cette perspective, la notion même de légende devient problématique. Une légende suppose un écart entre un fait et sa narration, entre une réalité vécue et une mémoire construite. Or, Neville n'a plus accès à cette seconde dimension. Il vit dans un monde où il n'y a plus de récit possible, seulement des traces, des ruines et des gestes répétitifs qui n'ont plus de destinataire. Ainsi, son existence se rapproche davantage d'une survivance que d'une véritable inscription dans l'histoire. Le film suggère alors quelque chose de dérangeant, à savoir que la grandeur supposée du dernier homme pourrait n'être qu'une illusion de perspective. Ce que nous voyons comme un héroïsme de la survie pourrait, dans un autre cadre, apparaître comme une simple continuité mécanique d'une vie qui n'a plus de sens partagé. C'est ici que le film opère progressivement un déplacement déjà amorcé dans la partie précédente.
En effet, si l'on accepte de changer de perspective, la figure de Neville cesse d'être évidente. Pour lui, les Darkseekers sont des monstres, mais pour les Darkseekers, Neville est lui-même une figure inquiétante, imprévisible et destructrice. Il est celui qui surgit, qui capture, qui tue, qui perturbe un équilibre nouveau. Ce renversement est particulièrement visible dans la manière dont les créatures organisent leur comportement et cherchent à récupérer l'une des leurs. Le chef des Darkseekers ne réagit pas uniquement comme un animal enragé, mais comme une entité structurée capable d'intention, de mémoire et d'attachement. Cette organisation suggère qu'une forme de société, différente de celle des humains, mais néanmoins structurée, est en train d'émerger. Dès lors, Neville n'est plus seulement le dernier homme, et il devient aussi, malgré lui, un élément extérieur à une nouvelle forme de vie collective. Il est celui qui perturbe un équilibre en cours de constitution, ce qui rend sa position encore plus ambiguë qu'elle ne le semblait au départ. Si l'on poursuit cette réflexion, Neville peut être compris comme une figure mythologique au sens où il incarne une transition entre deux mondes, celui de l'humanité disparue et celui d'une nouvelle forme de vie. Mais cette mythologie n'est pas écrite par lui, elle ne peut pas l'être. Et c'est précisément là que se joue toute la tension du titre. Dans le roman de Richard Matheson, cette idée est explicitement formulée. Neville devient une créature de légende pour les nouveaux êtres vivants, une figure de peur transmise de génération en génération. Le film, sans aller aussi loin dans cette direction, en conserve néanmoins l'intuition fondamentale, à savoir que toute légende dépend du point de vue de celui qui la raconte. Ainsi, la question se retourne. Neville se pense comme le dernier homme, mais il pourrait très bien être, dans une autre narration, le premier monstre d'un nouveau monde. Ce déplacement du regard est essentiel, car il montre que la vérité du titre ne réside pas dans une identité fixe, mais dans une instabilité permanente du sens. Cette instabilité conduit à une réflexion plus profonde sur la disparition progressive du sujet lui-même. Dans un monde sans autre, sans reconnaissance et sans langage partagé, la notion même d'identité devient fragile. Neville continue certes à se nommer, à enregistrer des images, à répéter son existence, mais ses actes ne trouvent plus d'écho, ils deviennent des gestes adressés au vide. Le film insiste alors sur une dimension presque métaphysique de la solitude, où l'individu n'est plus seulement isolé socialement, mais progressivement délié de ce qui faisait de lui un sujet. Il reste un corps, une mémoire, des automatismes, mais il n'est plus inscrit dans un tissu de relations qui lui donnerait une consistance symbolique. C'est en ce sens que le titre Je suis une légende peut être compris comme une ironie tragique. Il ne désigne pas une gloire, mais une absence de destinataire. Il ne désigne pas une reconnaissance, mais une parole suspendue dans le vide. Et il ne désigne pas une histoire, mais l'impossibilité même de l'histoire. Ainsi, plus on avance dans le film, plus la notion de légende se vide de sa substance habituelle. Une légende sans témoin n'est plus une légende. Elle devient une trace sans interprétation possible, un signe qui ne renvoie plus à aucun récit collectif. Robert Neville incarne alors cette contradiction ultime, celle d'un homme qui persiste sans pouvoir être raconté, d'un survivant qui ne peut plus être intégré dans une mémoire commune. C'est peut-être ici que réside le véritable vertige du film, car il nous oblige à penser une existence qui continue sans jamais être reconnue comme telle, une vie qui dure, mais qui ne signifie plus rien pour personne. Et dans cette tension, le titre prend une dimension profondément mélancolique, presque vide, comme si l'idée même de légende ne survivait que comme une forme grammaticale privée de monde. Ainsi, la question initiale se transforme une nouvelle fois. Si personne ne peut raconter notre histoire, sommes-nous encore une légende? Ou seulement, ou simplement, la dernière trace d'un monde qui n'a plus de mémoire? Si Je suis une légende est d'abord un film sur la solitude et l'effondrement du lien social, il est tout autant traversé par une question plus intime, presque silencieuse, mais omniprésente. Que devient l'être humain lorsqu'il n'a plus aucune structure de sens pour contenir la peur de la mort? Car, au-delà de la survie matérielle, Robert Neville incarne un homme confronté à une expérience limite,
celle d'un monde où la mort n'est plus un événement partagé, ritualisé et symbolisé, mais une présence diffuse quotidienne, et surtout sans horizon collectif pour lui donner une signification. Dans les sociétés humaines, la mort n'est jamais seulement biologique, elle est entourée de rites, de discours, de croyances et de récits qui permettent de la rendre pensable. Elle est intégrée dans un tissu symbolique qui la transforme en passage, en rupture ou en continuation selon les systèmes de pensée. Or, dans le monde de Neuville, cette médiation a disparu. Il n'y a plus de communauté pour enterrer, pour raconter, pour prier ou pour transmettre. Il n'y a plus de langage commun pour apprivoiser l'idée de fin. Ce qui rend la situation de Neuville si particulière, c'est qu'il ne se contente pas de survivre à la fin du monde, il survit dans un monde où la fin du monde n'a plus de témoins. Cette absence de regard collectif transforme radicalement son rapport à la mort. Elle n'est plus un événement social, mais une menace permanente qui flotte dans l'espace vide de la ville, comme une possibilité toujours ouverte, mais jamais pleinement symbolisée. Le personnage est ainsi confronté à une forme de finitude brute, sans médiation, sans récit, sans consolation possible. Chaque journée devient une répétition de cette tension entre la vie biologique, qui persiste, et l'effondrement symbolique, qui, lui, est déjà accompli. Dans ce contexte, la peur de la mort ne disparaît pas, elle change de nature. Elle devient plus diffuse, plus existentielle, et paradoxalement plus difficile à nommer. Face à cette situation, Robert Neville s'accroche à une seule chose qui lui permet encore de structurer son existence, la science. Son travail de virologue devient bien plus qu'une activité professionnelle. Il se transforme en projet total, presque salvateur, qui donne une direction à ses journées et une justification à sa survie. Trouver un remède n'est pas seulement une mission, c'est une manière de faire tenir ensemble une réalité qui s'effondre. Dans son laboratoire, Neuville reconstitue un espace de rationalité au sein du chaos. Il observe, expérimente, teste, répète, comme si la méthode scientifique pouvait encore garantir une continuité avec le monde d'avant. Cette fidélité à la science est aussi une fidélité à une certaine idée de l'humanité, celle qui croit encore que le savoir peut produire du sens et que la connaissance peut réparer ce qui a été détruit. Mais cette croyance est fragilisée par l'isolement lui-même, car la science, dans sa dimension moderne, est profondément collective. Elle repose sur des échanges, des validations, des controverses et des communautés de chercheurs. Or, Neuville est seul. Son laboratoire est une survivance, non une véritable structure scientifique. Il produit des résultats, mais ces résultats n'ont pas de communauté pour les recevoir, les discuter ou les prolonger. L'arrivée d'Anna dans le récit introduit une rupture importante. Pour la première fois depuis longtemps, Neville est confronté à une voix extérieure qui ne relève ni de sa mémoire, ni de ses enregistrements, ni de ses hallucinations sociales comme celles des mannequins. Anna représente une possibilité de réouverture du monde, même si cette possibilité est immédiatement fragile et incertaine. À travers elle, une autre forme de rapport au réel apparaît, moins fondée sur la maîtrise scientifique que sur la confiance, l'intuition et une forme de croyance en un ordre plus vaste que celui de l'expérimentation. Lorsqu'elle évoque un refuge potentiel pour d'autres survivants, Neville oscille entre scepticisme et espoir, comme si deux régimes de pensée coexistaient désormais en lui sans parvenir à se stabiliser. Ce contraste est important car il met en tension deux manières d'habiter la fin du monde. D'un côté, une volonté de contrôle, de preuve et de rationalisation. De l'autre, une ouverture à l'invisible, à l'incertain, à ce qui ne peut pas encore être démontré, mais qui permet néanmoins de continuer à avancer. Au-delà du personnage de Neville, le film met en lumière une dimension plus générale de l'expérience humaine, le besoin de croire. Croire ne signifie pas uniquement adhérer à une religion ou à une doctrine, mais plus profondément accepter que le monde puisse avoir un sens au-delà de ce qui est immédiatement visible ou vérifiable. Dans les moments de crise extrême, ce besoin devient particulièrement évident. Lorsque les repères sociaux s'effondrent, lorsque les structures collectives disparaissent, il reste souvent deux possibilités.
soit s'en tenir à une rationalité stricte qui risque de tourner à vide dans un monde sans interlocuteur, soit réintroduire une forme de transcendance, même minimale, qui permette de relier l'expérience individuelle à quelque chose de plus large. Neville oscille entre ces deux pôles sans parvenir à les réconcilier. Son rapport à Anna révèle cette tension, car il ne peut ni totalement adhérer à sa vision, ni totalement la rejeter sans risquer de s'enfermer définitivement dans son propre isolement. À cette dimension existentielle s'ajoute également une forme de culpabilité diffuse, caractéristique des survivants de catastrophes massives. Neville est en vie, tandis que presque tous les autres ont disparu. Cette survie, loin d'être uniquement une chance, devient progressivement une charge psychologique. Elle interroge sans cesse la légitimité même de son existence. Pourquoi lui? Pourquoi pas les autres? Et surtout, que signifie continuer à chercher un remède dans un monde où il n'y a plus personne pour en bénéficier? Ces questions ne trouvent pas de réponse stable dans le film, mais elles traversent silencieusement chaque geste du personnage. Elles participent à cette impression que la survie n'est jamais neutre, qu'elle est toujours accompagnée d'une forme de dette implicite envers ceux qui ne sont plus là. Ainsi, la peur de la mort dans Je suis une légende n'est pas seulement la peur de disparaître physiquement, elle est aussi la peur de voir disparaître les cadres qui permettent de donner un sens à cette disparition. Sans récit, sans communauté et sans croyance partagée, la mort cesse d'être un événement intelligible pour devenir une simple donnée brute, insupportable, parce qu'elle n'est plus intégrée dans aucun horizon symbolique. Robert Neville incarne alors une humanité suspendue, prise entre la volonté de comprendre et la nécessité de croire, entre la science et l'espoir, entre la maîtrise et l'abandon. Et c'est dans cette tension que le film révèle une dimension profondément humaine, celle d'un être qui continue à chercher du sens même lorsque le monde semble avoir cessé d'en produire. Au terme de cette exploration, Je suis une légende apparaît moins comme un simple récit de survie que comme une méditation lente et insistante sur ce qui constitue, au fond, la condition humaine. Derrière les images de la ville abandonnée, derrière les tensions entre survivants et créatures, derrière la recherche d'un remède, le film n'a cessé de poser une même question sous des formes différentes. Qu'est-ce qui fait tenir ensemble une existence humaine lorsque disparaissent les structures qui la soutiennent? Car ce que le film met progressivement en lumière, c'est que l'humanité n'est pas seulement une propriété biologique ou une capacité individuelle. Elle est avant tout une construction relationnelle. Elle se fabrique dans les regards échangés, dans les paroles adressées, dans les récits partagés, dans les institutions qui permettent à ces récits d'exister dans la durée. Être humain, dans cette perspective, ce n'est pas seulement vivre, c'est être inscrit dans un tissu de signification commune. Tout au long du film, Robert Neville tente de maintenir une forme d'humanité minimale à travers ses routines, ses recherches et ses interactions simulées. Mais ces tentatives ne font que souligner une évidence plus profonde. Sans autrui, l'humanité devient progressivement une abstraction vide. Les gestes restent, les fonctions persistent, mais le sens s'érode. Les scènes de solitude dans Manhattan ne montrent pas seulement un homme isolé, elles montrent un monde dans lequel les conditions mêmes de l'humain ont disparu. Les rues ne sont plus des espaces de circulation sociale, les bâtiments ne sont plus des lieux de vie collective, et même les objets perdent leur fonction symbolique, dès lors qu'ils ne sont plus intégrés à une utilisation partagée. Le film insiste ainsi sur une idée essentielle, ce n'est pas l'individu qui disparaît en premier, mais le monde commun qui rend cet individu intelligible. L'un des mouvements les plus profonds du récit consiste à montrer comment la peur de l'autre permet paradoxalement de maintenir une forme de cohérence intérieure. En désignant les Darkseekers comme des monstres, Neville préserve une frontière claire entre lui et eux, entre l'humain et le non-humain, entre le sujet et l'objet. Cette distinction lui permet de continuer à agir, à expérimenter et à survivre, sans être paralysé par le doute moral. Mais le film fragilise progressivement cette certitude en introduisant des signes d'intelligence, d'organisation et d'attachement chez les créatures.
Ce glissement rend visible un mécanisme anthropologique plus large, celui par lequel les sociétés humaines construisent la figure du monstre pour stabiliser leurs propres identités. Le monstre n'est pas seulement une réalité extérieure, il est aussi une production intérieure, une manière de simplifier un monde trop complexe pour être entièrement assumé. Ainsi, ce que le film met en crise, ce n'est pas seulement la frontière entre l'humain et le non-humain, mais la nécessité même de cette frontière. Dans sa solitude extrême, Robert Neville devient progressivement un miroir tendu au spectateur. Il incarne une possibilité limite de l'existence humaine, celle où tout ce qui fait habituellement tenir une vie disparaît. Et dans ce miroir, une question dérangeante se dessine. Que resterait-il de nous si l'ensemble de nos relations, de nos rôles sociaux et de nos appartenances venait à s'effacer? Le film ne répond pas directement à cette question, mais il en explore les implications. Il montre que l'individu, loin d'être une entité autonome et suffisante, est en réalité traversé de part en part par le social. Même la pensée la plus intime, même la routine la plus solitaire, même la survie la plus individuelle porte encore la trace d'un monde commun disparu. À la fin, Je suis une légende ne propose pas une définition héroïque de l'humanité, mais une définition fragile, presque vulnérable. L'humanité apparaît comme quelque chose qui dépend constamment de conditions extérieures. La présence des autres, la continuité du langage, la possibilité du récit et la reconnaissance mutuelle. C'est pourquoi la disparition de ces conditions ne produit pas seulement une catastrophe extérieure, mais une transformation intérieure du sujet lui-même. Robert Neville ne cesse pas d'être humain au sens biologique, mais il est progressivement privé des structures qui donnent sens à cette humanité. Le film suggère alors une idée mélancolique. L'humain n'est peut-être pas fait pour exister seul. Survivre à l'humanité ne signifie pas simplement survivre à la disparition des autres hommes, mais survivre à la disparition de ce qui fait l'humanité comme monde commun. Robert Neville ne survit pas seulement à une apocalypse biologique, il survit à une apocalypse relationnelle, symbolique et sociale. Et dans cette survie, quelque chose se révèle avec une grande clarté. Ce que nous appelons humanité n'est pas une essence stable, mais une construction fragile, toujours en équilibre entre présence et absence, entre soi et les autres, entre mémoire et oubli. Ainsi, le film laisse le spectateur face à une forme de vertige silencieux, celui d'une vérité simple mais difficile à admettre. Nous ne sommes jamais aussi humains que lorsque les autres existent pour nous reconnaître, et peut-être jamais aussi vulnérables que lorsque cette reconnaissance disparaît. C'est peut-être là, finalement, que réside la véritable portée du film. Non pas dans la survie d'un dernier homme, mais dans la révélation de ce qui rend chaque homme dépendant d'un monde qu'il ne peut pas créer seul.